Paris, gare de Lyon, l'une des 3 plus grandes gares de la capitale. Chaque jour, près de 300 000 voyageurs s'y croisent, en surface ou sous la terre. Paris, gare de Lyon. You are in Paris, gare de Lyon. We welcome you. Il passe devant ce monument sans savoir qu'il est le témoin d'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire. 27 juin 1988. Sur ces quais s'est déroulé l'impensable. 56 personnes ont trouvé la mort. Quand on parle des accidents ferroviaires, le premier accident du XXe siècle auquel on pense, c'est celui-là. Il faut qu'on comprenne que c'est pas un banal accident. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Pourquoi le signal d'alarme déclenché par une passagère est-il devenu la source d'un enchaînement d'incidents invraisemblables? Réalisant que la rame ne freinait pas, le réflexe est « je tire le signal d'alarme ». Seulement la suite, c'était catastrophique. C'est un scénario qu'un écrivain de polar aurait même eu du mal à imaginer. Comment un train sans frein a-t-il pu déjouer une à une toutes les mesures de sécurité de l'époque? Là, il panique et il annonce à la radio « Arrêtez tout, gare souterraine, je n'ai plus de frein ». Il est à une vitesse d'environ 40 km/h. Les aiguilles le dirigent inexorablement vers la voie 2. Plus personne ne peut rien faire. Grâce à des animations 3D, à partir des enquêtes officielles, mais aussi des plus grands spécialistes, nous allons tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ce train fou. 280 tonnes qui poussent derrière, les roues se bloquent, manque d'adhérence, elles glissent. La perte de contrôle d'un train, c'est la hantise de tout cheminot. À travers les témoignages des victimes et des pompiers présents ce jour-là, nous allons revivre ce drame, seconde par seconde. Quelqu'un est sorti de la cabine et a dit « Vite, descendez, descendez, descendez » et c'était trop tard. J'ai tout de suite l'impression que je vais mourir. L'accident de la gare de Lyon, pour moi, c'est une scène de guerre quand on arrive. Nous allons tenter de décrypter l'improbable scénario qui a conduit en plein cœur de Paris à une catastrophe hors de contrôle. On s'est dit, l'impossible est arrivé. Lundi 27 juin 1988. C'est le début de l'été, il fait déjà chaud dans la région parisienne. En cette fin d'après-midi, ce train de banlieue s'apprête à partir de Melun. Ils sont plusieurs voyageurs à s'installer au sein de cette rame, sans se douter du drame qui va se jouer à la gare d'arrivée. Car le terminus du train n'est autre que Paris, situé à 50 km de là, et plus précisément la gare de Lyon. Une gare qui, depuis quelques années, s'est totalement transformée. Pour le comprendre, il faut revenir 30 ans en arrière. Depuis les années 50, la population de Paris et de sa banlieue a connu un véritable boom, passant de 6,5 millions d'habitants à près de 10 millions. Et cela n'est pas sans conséquence sur le réseau de transport. Cette constellation de villes nouvelles, c'est une politique délibérée, appelle naturellement de renforcer les trafics banlieues. Georges Ribeil est historien, spécialiste du monde ferroviaire. Il a été témoin de cette croissance spectaculaire qui a obligé à repenser l'ensemble des transports du Grand Paris. Le trafic des gares parisiennes va surtout exploser à partir des années 60 à 80. On a construit à cette époque-là des réseaux de transport d'une capacité et d'une puissance quasiment jamais égalées dans le monde. Seulement, l'augmentation des lignes et des voies ferroviaires ont une conséquence directe sur les gares.
Paris est percé de grands trous, de bulldozers, de chantiers encombrants. Ça a été 15 ans, 15-20 ans d'énormes chantiers pour adapter l'offre de transport à la croissance de la métropole parisienne. Située dans le sud-est parisien, la gare de Lyon dessert de nombreuses destinations longue distance. À commencer par Lyon, dont le TGV a été inauguré en 1981. La gare de Lyon dessert également de nombreuses destinations en banlieue. Ce sont désormais 150 000 voyageurs de la région parisienne qui passent ici tous les jours. Dans les années 70, les ingénieurs de la SNCF sont confrontés au manque de place. Il ne reste alors qu'une seule solution. On n'avait plus de place en surface, donc on s'est mis à creuser. On va utiliser toute une série de ailes de bâtiments qui vont disparaître. La gare de Lyon, dans sa grandeur splendeur, avait une aile rue de Bercy qui sera détruite. Alors, va s'ouvrir un immense chantier qui va durer très longtemps parce qu'il est très complexe. Ce chantier spectaculaire se déroulera en 2 temps. On commencera par construire le niveau le plus profond, à 20 mètres sous terre, le N-2. Il accueillera le RER, réseau de trains express régional. Puis, dans un second temps, on construira le niveau -1, qui hébergera une gare de banlieue avec 4 voies. Mais comment le relier aux voies extérieures? Les ingénieurs n'ont pas le choix. Il va falloir créer une pente de 4%. Autrement dit, réaliser des voies qui descendent de 40 mètres pour 1000 mètres. C'est quasiment du jamais vu. C'est même l'un des dénivelés les plus élevés de tout le réseau ferroviaire français. Alors là, on est dans des pentes exceptionnelles. Voilà, une pente, ça veut dire 4 mètres par 100 mètres, ce qui est énorme en matière ferroviaire. Voilà, hein. Bon, et tout ça pour aller buter vers, en gros, à l'époque, des heurtoirs, pourrait-on dire. Voilà. 40 pour 1000, c'est véritablement une pente extrêmement importante. 40 pour 1000 pour les trains, bon, ils peuvent le gravir. Et à la descente, on prend vite de la vitesse. Et c'est justement à cause de cette pente que la catastrophe du 27 juin va être considérablement aggravée. Il est 17h38 lorsque le train numéro 153 944 part de Melun en direction de Paris. À son bord, des passagers et 2 membres de la SNCF, un contrôleur et un conducteur. Ce train part normalement, le conducteur a fait les essais de frein comme il faut, rien d'anormal. Le train part vers 5h30 l'après-midi. Rien d'anormal, à une exception près. Dans le train, certains voyageurs sont un peu perturbés. La SNCF vient de changer les horaires, donc certains arrêts sont modifiés. Ce changement d'horaire récent bouscule les habitudes de certains passagers. Au moment où le train va franchir la gare de Vert-de-Maison, une passagère s'aperçoit que ce train ne va pas marquer l'arrêt. Mais par contre, elle pensait que le train allait s'arrêter puisque, au service d'hiver précédent, ce train marquait l'arrêt en gare de Vert-de-Maison. Elle imagine tout de suite qu'elle ne va pas pouvoir aller chercher son gamin dans une garderie. Et donc, réalisant que la rame ne freinait pas, eh ben, le réflexe, c'est je tire le signal d'alarme. Évidemment, freinage d'urgence, la rame s'arrête.
ce geste simple, relativement courant, qui va provoquer une réaction en chaîne à peine croyable. À cet instant, l'effet sur le train est immédiat. Le signal d'alarme, comme c'est normal dans ce cas-là, donc il provoque le serrage des freins de la rame et l'arrêt de la rame en gare du ver de maison. Le fait de tirer le signal d'alarme provoque sur ce matériel-là un freinage automatique d'urgence. Dans ce type de train, le système de freinage est assuré par de l'air comprimé qui circule en permanence dans un tuyau, la conduite générale. Le fait de tirer sur le signal d'alarme soulève un clapet qui fait s'évacuer cet air des tuyaux. Privés de pression, les freins se serrent automatiquement. Quand un signal d'alarme est tiré, cette fuite d'air provoque un bruit assez significatif. Ce bruit, il s'entend essentiellement à l'extérieur de la voiture. Depuis le quai, on l'entend très bien, ça fait un pssst assez fort. À ce moment-là, le contrôleur à l'intérieur de sa rame, lui, n'entend pas ce bruit. Il est donc le premier surpris. Pourquoi le train s'arrête-t-il brusquement dans la gare de Ver de Maison? Le contrôleur descend sur le quai et il se dirige vers la deuxième voiture d'où il a vu la voyageuse descendre. Il entre dans la deuxième voiture et il constate qu'effectivement un signal d'alarme a été tiré. Et d'ailleurs, un voyageur qui a été témoin de la scène lui dit « Oui, j'ai vu quelqu'un qui a tiré le signal d'alarme et qui est descendu ». Pour le contrôleur et le conducteur, l'objectif est donc clair. Ils doivent réenclencher ce signal d'alarme au plus vite pour pouvoir faire repartir leur train. Une opération pour le moins anodine. Pour un conducteur, normalement, le réarmement d'un signal d'alarme, c'est une opération qui est relativement simple. Bon, il a déjà dû le faire des dizaines de fois au cours de sa carrière, sans aucun problème. Mais ce jour-là, les choses ne vont pas être aussi faciles. Le conducteur applique la procédure, mais ne parvient pas à réarmer. L'air continue donc de fuir et de vider la conduite générale avec ce bruit bien particulier. Impossible de repartir. Il tire, elle est coincée, il n'y arrive pas. Il y a le problème des intempéries, l'oxydation, et l'on sait que quelquefois c'est un petit peu dur de pouvoir réarmer manuellement. Et donc il essaye, il a du mal, il ne trouve pas exactement la position de la poignée, ça ne fonctionne pas bien. Malgré son grade et son expérience, il ne comprend pas ce qui se passe. Dans le train, les passagers commencent à s'impatienter. En tant que conducteur, il faut bien qu'il arrive à trouver une solution, puisqu'il faut qu'il arrive à faire repartir son train. Stressé, le conducteur tente autre chose. Il manipule alors à plusieurs reprises le robinet d'arrêt qui alimente la conduite générale en air comprimé. Donc, dans un geste un petit peu désespéré, finalement, il va voir ce robinet et il va le manœuvrer plusieurs fois, l'ouvrir, le fermer, en espérant finalement pouvoir aider à résoudre le problème. À première vue, en manipulant ce robinet, la situation semble revenir à la normale. Si on est spectateur à l'extérieur, on constate que quand il a ce robinet dans une certaine position, le bruit s'arrête, et puis quand il le remet, le bruit recommence. Et on peut très bien imaginer un jeune narquois qui lui dise « Mais tu comprends rien, il faut le mettre comme ça, ton robinet, que c'est ça qu'il faut faire. » Sur ce type de rame, quand le robinet est fermé, il est parallèle au tuyau. Aucun élément ne permettra de l'attester avec certitude, mais à cet instant, le conducteur aurait donc fermé le robinet alors qu'il pensait l'avoir laissé ouvert. Le clapet se referme. Le conducteur aurait pensé avoir résolu le problème, mais c'est l'inverse qui se serait produit. – 18h50, au même moment, sur Paris.
C'est la fin d'une journée de travail pour les dizaines de Parisiens qui, d'ici quelques minutes, vont se retrouver directement confrontés à la catastrophe. Impossible de s'en douter pour l'instant. C'est une journée d'été, une vraie journée d'été avec un beau soleil, il fait très chaud. À l'époque, Jean-François Papré a 23 ans. Il travaille comme comptable sur Paris et comme chaque soir, il rentre chez ses parents. Je quitte mon travail à l'heure habituelle et je décide de prendre le trajet pour retourner à la gare de Lyon à pied. Colette Pacalé aussi s'apprête à prendre le train. Seulement aujourd'hui, elle est en retard. Je travaillais beaucoup. C'était des grandes journées, des longues journées. Et, évidemment, je suis partie à la bourre comme tous les jours. Voilà, avec une idée en tête, c'est de rentrer pour m'occuper de mon fils. Comme d'autres dizaines de milliers de banlieusards, Jean-François et Colette regagnent la gare de Lyon pour rentrer chez eux. Ici, c'est l'heure de pointe, la période de la plus grande affluence. À l'extérieur, comme en sous-sol, de nombreux trains sont sur le départ. Paris-Gare de Lyon. Donc j'arrive en gare de Lyon. Gare de Lyon, le départ des trains est en sous-sol. Donc je m'installe et comme il ne reste normalement que 3 à 4 minutes avant le départ, tout le monde est assez énervé et tout le monde essaie de trouver une place. En quelques minutes, la voiture qui était vide se remplit, toutes les places assises sont prises, les gens s'entassent déjà dans les couloirs et sur la passerelle. Ils sont bien loin d'imaginer ce qui est en train de se jouer à quelques kilomètres de là. Après avoir manœuvré à plusieurs reprises le robinet, le conducteur essaye de redémarrer. Seulement, il y a un problème. Tu t'aperçois que quand on veut démarrer, non, elle ne démarre pas. Le conducteur comprend d'autant moins ce qu'il se passe que pour lui, les freins sont censés fonctionner normalement et donc être désormais desserrés. C'est ce que lui indique son tableau de bord. Son manomètre dans sa cabine de conduite lui dit qu'il y a de la pression. Contrairement à ce qu'il pense, ce manomètre indique seulement la pression présente dans la locomotive et non pas la pression présente dans tout le train. À ce moment-là, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est là où il revient et il essaye de remédier à cet incident de blocage des freins. La grogne monte chez les passagers. Le conducteur doit trouver une solution, et vite. Il sait que parfois, un incident technique crée ce type de problème. Il n'a plus qu'une seule option, purger les freins. Autrement dit, vider tout l'air contenu dans les réservoirs qui alimentent le système de freinage. Avec le contrôleur, ils vont dégonfler la rame, c'est-à-dire on purge les réservoirs auxiliaires. Il n'y a plus d'air comprimé dans les cylindres de frein. Donc ça y est, je suis libre, c'est fini, je peux repartir. Le conducteur actionne la tirette de purge. Il vide alors progressivement l'air situé dans tout le réservoir de commande et dans le cylindre de frein. Il purge chacune des voitures de la rame. Bon. Et il l'a fait jusqu'au bout. À cet instant, le conducteur débloque enfin le système de freinage. Il pense avoir solutionné le problème. En fait, il vient d'en créer un bien plus grave. Après avoir purgé, il remonte dans sa cabine de conduite et il a
aucune conscience qu'il a en fait complètement annihilé tout son système de freinage. « 19h02. Le conducteur est bien loin d'imaginer que son train repart quasiment sans frein. Je suis à peu près persuadé qu'il était dans une logique. Ouf, j'ai résolu le problème, j'ai appliqué la procédure. C'était encore cette surpression dans le réservoir principal qui m'a causé tous ces emmerdes. J'ai réarmé le signal d'alarme. J'ai 5 kilos la conduite principale. Banco, on peut y aller. Il est tout près de la gare de Lyon et il repart à vitesse normale. À ce moment-là, seule la voiture de tête est alimentée en air comprimé. Sur les 8 wagons, elle est la seule à être en capacité de freiner. Le train n'est plus qu'à 10 minutes de la capitale. Ce jour-là, dans les sous-sols de la gare de Lyon, c'est la cohue. Un train qui devait partir pour Melun vient tout juste d'être supprimé. Et tous les voyageurs se pressent dans le seul train à quai. C'est le cas de Colette. Quand je suis arrivée à la gare de Lyon, c'était un bazar complet. Il y a du monde, mais finalement, je monte dans le train, dans le wagon, dans le premier wagon où je me mets d'habitude, voilà, et j'attends. Je suis dos au départ. Jean-François et Colette prennent donc tous les deux place dans cette rame de tête. Il fait très chaud, les gens ont envie de rentrer chez eux et on sent vraiment une tension qui monte par cette fatigue de fin de journée et par cette grosse chaleur d'été. L'ambiance est lourde, les gens sont agités, les gens ont envie de descendre, les gens commencent à dire bon bah tant pis, on reste pas dans cette voiture, de toute façon il y a trop de monde, on prendra le suivant. La rame de Colette continue de se remplir de voyageurs. Au même moment, à 3 km de là, le train en direction de la gare de Lyon poursuit sa route à 100 km/h. Il est 19h06. À cet instant, personne ne peut avoir conscience du drame qui est en train de se jouer. Quand il arrive en approche du pont de la Petite Ceinture, il y a une transition de vitesse de 105 km/h à 90 km/h. Et donc, il va pour la première fois utiliser le frein pneumatique. Le frein de sa cabine de conduite fonctionne. À ce stade, pas d'inquiétude, le conducteur arrive à légèrement ralentir. Quand il arrive aux abords du périphérique, il y a un feu clignotant qui lui indique qu'il faut ralentir, il va trouver un feu rouge. À l'époque, Jean-Pierre Pascal est directeur d'un institut de recherche sur les transports. Il est spécialiste du freinage ferroviaire. Il donne un premier coup de frein tout doucement, il n'y a pas de problème, ça. Puis ensuite, il est obligé quand même de freiner carrément. Et là, il s'aperçoit que ça ne freine pas. Là, il le voit que son train ne freine plus. Mais très vite, tout bascule. Et là, à ce moment-là, il s'aperçoit on sent que la rame pousse. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle enrayer. C'est-à-dire que le freinage n'est que sur la motrice. Il y a 280 tonnes qui poussent derrière. Les roues se bloquent. Manque d'adhérence, elle glisse sur les rails, elle glisse, et puis là c'est la panique. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Là, ça va très vite. Donc il a quoi? Il a 1 minute et demie, 2 minutes pour arriver à la gare de Lyon. Ça va très vite.
Et surtout, que peut-il faire? 19h07 et 30 secondes. Le train fou est à tout juste 2 km de la gare. À ce moment, seul le conducteur sait que son train sans frein se dirige à pleine allure vers la gare souterraine. Il faut lancer l'alerte au plus vite. Chaque seconde compte. Là, il panique et il se sert de sa radio. Il a une radio et il annonce à la radio « Arrêtez tout, gare souterraine, je n'ai plus de frein ». Et là, aussitôt, c'est la panique à bord. Imaginez, c'est comme si, dans le contrôle aérien, la tour de contrôle, le gars vous sied Mayday, 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 le train d'atterrissage ne sort pas. Au même moment, le conducteur du train fou actionne l'alerte radio. On appuie sur un bouton qui immédiatement permet d'appeler le régulateur. Et surtout, ce message, qui est un message d'alerte, est entendu sur la même fréquence par tous les convois qui se trouvent dans le rayon d'action. Et donc les gens savent qu'il y a un grave problème dans le coin. Et donc la procédure, c'est aussitôt, je freine, je ralentis, il faut s'arrêter. L'alerte radio informe qu'il y a danger. Il retentit dans le poste de régulation, chez les aiguilleurs et aussi dans toutes les cabines des conducteurs à proximité du train à la dérive. L'ordre est donné, ils doivent s'arrêter au plus vite. Le train sans frein, lui, continue sa course infernale. Pourtant, tout n'est pas perdu. En réalité, le conducteur a encore une dernière solution pour faire ralentir son train. Un deuxième frein, le frein électrique, aussi appelé frein rhéostatique. Le frein rhéostatique, c'est un frein électrique qui agit directement sur les moteurs de traction des motrices. Seulement le manuel du conducteur déconseille d'utiliser ce frein dans une gare en cul-de-sac. Mais cette fois-ci, cela aurait pu tout changer. Donc s'il avait été actionné, on aurait eu 2 véhicules qui freinaient au lieu d'en avoir un seul. Il n'aurait probablement pas permis d'arrêter complètement le train qui était en dérive, mais ça aurait pu tout changer. L'esprit n'est plus en état de réagir, il est focalisé sur quelque chose. Et peut-être que ce type, parce que ça panique, se disant je vais me tuer, je vais y aller, je vais aller m'écraser, j'ai plus de frein. Et donc, il était peut-être est-il bloqué là-dessus en se disant mais merde, qu'est-ce qui est passé? Pourquoi j'ai pas de frein? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il était là-dessus, mais incapable de dire mais freinage rhéostatique, tout de suite, j'enclenche. C'est comme si vous imaginiez, vous êtes dans votre voiture et il y a une situation de danger. Vous n'allez pas sortir un manuel pour savoir ce qu'il faut faire dans cette situation. C'est juste invraisemblable d'imaginer ça. Le train 153-944 poursuit sa route. Plus qu'une seule solution pour le conducteur. Pour protéger ses passagers, il les conduit vers le fond de la rame. Plus personne n'est aux commandes du train fou. Pourtant, il reste encore un espoir. Un seul. « 19h08. À la gare de Lyon, le train de Jean-François et Colette n'est toujours pas parti. Le contrôleur n'est pas encore arrivé, ce qui retarde le départ. De nombreux passagers patientent donc sur la voie 2. À 1,5 km de là, le train sans frein roule désormais à 70 km/h. Réfugié à l'arrière avec les passagers, le conducteur sait qu'il est encore possible d'éviter la catastrophe. Dans ce genre de situation, les aiguilleurs de la gare de Lyon peuvent toujours agir. À ce moment-là, c'est difficile de penser que la catastrophe est inéluctable
pour une raison importante, c'est qu'il reste le poste d'aiguillage qui est programmé en sécurité. C'est-à-dire que, évidemment, son rôle, c'est de faire qu'aucun train ne puisse rentrer en collision frontale avec un autre train. Le train devrait être automatiquement dirigé vers une voie libre. Et on peut penser qu'il n'y aura pas de catastrophe parce qu'il va aller sur les butoirs d'une voie libre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. À ce moment, sur les 4 voies de la gare souterraine, 2 sont libres. Lorsque le train sans frein arrive pour rentrer en gare souterraine, à ce moment-là, les voies 1 et 3 sont libres. L'aiguilleur, il sait qu'il a 2 voies de libre. Il le sait très bien. S'il va sur la voie dégagée, il y aura un accident, mais il n'y aura pas de mort. Il faut faire vite. Les aiguilleurs de la gare souterraine sont la dernière chance du train fou. Les seuls à désormais pouvoir éviter le pire. Mais en actionnant l'alerte radio, le conducteur a rendu la communication avec la gare de Lyon très difficile. Donc, quand l'aiguilleur entend la sirène, il se précipite pour demander quel est le numéro du train qui a actionné l'alarme. Mais la radio est faite de telle façon que pendant que la sirène sonne, on ne peut pas émettre à la voix parce que c'est sur la même fréquence. Quand l'alerte radio est actionnée comme cette fois-ci, le message vocal du conducteur est émis sur la même fréquence que le signal d'alerte. Il devient donc inaudible pour les aiguilleurs. Il sait qu'il y a une alerte radio, il a entendu l'alerte radio, mais il ne sait pas ce qui se passe. Impossible pour les aiguilleurs de savoir qu'un train sans frein se dirige tout droit vers la gare souterraine. Ils décident donc d'appliquer la procédure d'urgence. Elle va s'avérer tragique. Il a bloqué son poste d'aiguillage. Il a appuyé, c'est facile, il y a un bouton d'urgence, il a appuyé dessus. Ce qui a bloqué tous les automatismes du poste, en particulier l'automatisme qui était programmé, qui allait envoyer le train sur une voie libre. La procédure d'urgence remet automatiquement les aiguilles sur l'itinéraire précédent. Le système est fait de telle façon que quand on détruit un itinéraire, on revient au dernier itinéraire programmé. En l'occurrence, le dernier itinéraire programmé pour le train fou, c'est la voie numéro 2. En théorie, c'est une voie libre, sauf qu'actuellement, un train a du retard. Ce train, c'est celui de Colette et Jean-François. Le contrôleur n'est toujours pas arrivé. Les passagers sont donc condamnés à l'attendre. Le train fou, lui, s'apprête à passer le dernier aiguillage, sa dernière chance. À partir du moment donc, où les aiguilles qui auraient permis de diriger le train vers une voie libre sont franchies, à partir de ce moment-là, donc l'accident devient inéluctable. Personne ne peut plus rien faire, il n'y a rien à faire. Il ne reste plus qu'1 minute avant la collision. Collision qui va s'avérer tragique à cause d'une particularité de la gare souterraine. Sans frein depuis plus d'1 kilomètre, le train a commencé à décélérer légèrement. Il ne roule désormais plus qu'à 40 km/h. Seulement, le conducteur sait qu'il va devoir affronter la fameuse pente d'accès au niveau -1 de la gare de Lyon, une pente à 4%. Donc là, on a un train qui va descendre dans une gare avec un accès en pente, avec très peu de freins.
D'autant plus que le train est très lourd. 300 tonnes, soit le poids de 300 voitures, dévale la pente de la gare souterraine. Le train prend de la vitesse. Il ne reste plus que 500 mètres avant la collision. 19h09, 30 secondes seulement avant la collision. L'alerte retentit dans la cabine du conducteur du train à quai. J'entends le bip-bip qui se trouve dans la cabine du conducteur et cette espèce de signal d'alarme, je ne sais pas comment le décrire. J'ai jamais entendu ce bruit, même si ça m'affole un peu, j'ai pas l'intention de descendre à ce moment-là. André Tanguy, le conducteur du train à quai, apprend par les haut-parleurs de la gare qu'il faut évacuer le train au plus vite. Son premier réflexe, avertir les passagers pour sauver le plus de vies possible. Il reste à son poste et il annonce aux gens, sortez du train, descendez tout de suite. Il y en a qui sont descendus, mais il y en a peu qui sont descendus. Parce que comment se persuader que notre vie est en danger à ce moment-là? C'est impossible. C'est pas possible. Le conducteur reste dans son train au prix de sa propre vie. Quelqu'un est sorti de la cabine et a dit « Vite, descendez, descendez, descendez » et c'était trop tard. Brusquement, je me retrouve comme dans un film au ralenti où un énorme mouvement me projette en avant, où je vois le quai défiler, je vois mon Walkman s'envoler, s'arracher de mes oreilles et s'envoler. Et je me retrouve à ne plus savoir où je suis, la seule pensée étant que je suis en train de mourir. C'est un choc par derrière, donc qui me projette vers l'avant, qui me projette comme ça vers l'avant, très fort, très puissant, avec le bruit de ferraille, bruit de frein qui crisse, bruit de tôle qui se casse, un bruit énorme, un vacarme énorme. Le train fou, moins chargé de passagers, est donc plus léger. Il est donc projeté au-dessus du train à quai, qui lui est bondé. Un événement aggrave la situation, le plafond du tunnel. Le nez du train s'est levé. Il a même frotté contre le plafond, on a vu les traces sur le plafond de la gare. Et pendant qu'il monte, il continue à avancer. Donc il détruit complètement la motrice du train qui est de l'autre côté. On était dans un tunnel, puisque cette gare était en cul-de-sac, et donc elle a tapé sur la voûte, et elle est retombée sur la motrice de la rame arrêtée, et elle s'est comportée là comme un ouvre-boîte, elle a éclaté, écrasant les gens. Le train sans frein s'encastre sur 18 mètres dans la remorque de tête où se trouvent Colette et Jean-François. Je me retrouve à essayer de me lever et à ne pas pouvoir bouger. Jean-François, présent sur cette photo, se retrouve bloqué entre la vitre et un amas de ferraille. Les personnes autour de moi ont disparu, elles sont recouvertes de morceaux de métal et je commence à entendre des hurlements de personnes qui essayent de sortir du train. Sur les quais, les gens commencent à s'affoler et veulent à tout prix venir nous libérer, donc casser les vitres pour nous faire sortir. Comme je suis collé à la vitre, j'essaie de les calmer en leur disant que le bris de glace va nous blesser et qu'il faut attendre les secours. Impuissant,
Jean-François est condamné à attendre l'arrivée des secours. Il ne le sait pas encore, mais le sauvetage va s'avérer très compliqué. 19h12, 2 minutes après l'accident, un homme appelle le 18. Les sapeurs-pompiers de Paris sont avertis. L'information se diffuse dans toutes les brigades environnantes. L'accident est grave. Alors quand on nous prévient qu'on part pour Axi-Fer, le plan Axi-Fer, accident de chemin de fer, au début on n'y croit pas, on pense que c'est pour un exercice, puisque parfois on peut être aussi sollicité dans le cadre, j'allais dire, de fausses alertes d'entraînement, mais on a très vite compris par l'ensemble des échanges sur nos postes talkie-walkie, les radios, que c'est une intervention réelle et complexe. En 1988, Laurent Vibert est pompier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il a tout juste 24 ans. Ça sonne, donc il y a la sonnerie de départ d'intervention dans le fort de Villeneuve-Saint-Georges qui retentit. On descend en courant jusqu'au poste le standard, et là on nous dit vous partez pour Axi-Fer, accident de chemin de fer. Face à l'ampleur de la catastrophe et au nombre de victimes, le plan rouge et le plan Axi-Fer sont enclenchés. Pompiers, policiers, Croix-Rouge, ambulanciers, SAMU ont ordre de se rendre sur le lieu de l'accident au plus vite. Laurent, lui, est en charge d'une équipe de brancardiers. En arrivant sur place, il est confronté à un paysage de désolation. On descend ces marches, on ne sait pas vraiment où on va. Il y a de la fumée qui se dégage, des gens qui savent faire, des premiers secours qui sont déjà en place. C'est une scène de guerre quand on arrive. Vous n'avez pas de fuite du regard, vous êtes dedans en permanence. Vous tournez à droite, à gauche, vous regardez vers le haut, vous êtes dans un volume fermé et vous avez l'horreur, vous avez la mort, vous avez la détresse. Vous avez les odeurs, vous avez le bruit des machines, le bruit des disqueuses. Vous êtes dans un environnement qui est complètement hostile. C'est plus la vie. Et malgré la présence de 250 pompiers, l'intervention est loin d'être évidente. C'était très compliqué pour les secours. Vous avez des tôles, ils sont imbriqués les uns dans les autres, il faut des échelles pour monter là-haut, il faut aller chercher le matériel, ça prend du temps. Et la vie, pendant ce temps-là, la vie part. Et ça, c'est horrible, le sentiment d'impuissance. Et une donnée technique complique la tâche des secours. La difficulté majeure de l'intervention, c'est ce problème de tunnel qui rend impossible le fait de travailler en hauteur. Ça, c'est une des difficultés, c'est l'impossibilité. On n'avait qu'une face, en gros, pour pouvoir intervenir. Pour accéder à toutes les victimes, les pompiers doivent donc découper la tôle à l'aide de scies et de matériel de désincarcération. Donc il a fallu créer des brèches, rentrer, glisser sous la cabine, essayer d'accéder aux gens qui criaient, qui se plaignaient, qui étaient encore en vie, poser des questions. On était dans une médecine et dans une recherche aussi type séisme, où il faut aller rechercher des corps dans des décombres. Les quais se transforment alors en infirmerie de fortune. On se rend compte qu'on a quand même une cinquantaine de blessés à traiter. Donc on fait aussi du secourisme, on fait du bouche à bouche, on fait du massage cardiaque. On aide aussi les chirurgiens à opérer dans le train, à faire des amputations pour pouvoir sortir les gens, pour essayer de les sauver, puisqu'ils sont bloqués dans des amas de tôles. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour les secours et les victimes. On a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est angoissant, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Je me souviens avoir fait des signes aux gens qui étaient dehors. Pour leur dire j'existe, je suis là, je suis vivante. Mon obsession, c'est de me dire quand est-ce qu'on va me sortir de là. Et c'est très long, c'est très très long.
Cela fait déjà 50 minutes que Colette et Jean-François sont bloqués. Il est 20 h, la France découvre la catastrophe. On parle déjà de plusieurs morts. 2 trains de banlieue se sont télescopés. Le premier arrivé à grande vitesse, on ne sait pas encore d'où. L'un des wagons a été enfoncé et selon les témoins, le choc a été très violent. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. À l'époque, Michel Chevalet est journaliste scientifique pour TF1. Sa rédaction lui apprend l'accident qui vient de se produire. Collision, Gare de Lyon. Comment une collision? C'est pas possible. Il est envoyé sur place pour couvrir l'événement. J'avais retrouvé des gens à la SNCF qui m'ont dit « Attends, c'est une horreur, c'est une horreur ». Mais au début, les informations étaient très contradictoires. C'est-à-dire on ne comprenait pas la fonction et personne n'était, et c'était tout à fait normal, n'était admis à descendre. Ce n'est qu'après, plusieurs heures après, que je suis descendu et mesuré l'ampleur de la catastrophe. C'est vraiment le truc incroyable, où là, on s'est dit, l'impossible est arrivé. À quelques mètres du journaliste, dans la voiture de tête, la plus touchée, Jean-François et Colette sont des miraculés. Et je m'extire du train et je me retrouve dans les bras des pompiers qui me redéposent sur le quai. Quand je sors, c'est vraiment la libération. Je suis vivante, je suis dehors. À partir du moment où on est venu me chercher pour m'emmener à l'hôpital, c'est vrai que je sors de la gare et je réalise aussi l'ampleur de cet accident. Tout le quartier est bloqué, il n'y a que des ambulances, il n'y a que des pompiers qui courent partout. Une vingtaine d'heures plus tard, l'intervention se termine enfin. Il y a un moment qui est très lourd dans cette intervention, c'est quand justement une locomotive est venue enlever la voiture du train qui était rentré dans l'autre. Pour nous, c'était un peu le symbole, le signe de l'intervention qui était finie dans tous les cas. On n'aurait pas pu sauver plus de personnes et c'était un peu la fin de l'intervention. Le bilan est lourd. La catastrophe fait 56 morts, 43 blessés. Tout ça, c'est un scénario qu'un écrivain de polar aurait même eu du mal à imaginer. Donc, du point de vue de la sécurité ferroviaire, il fallait tout reprendre. Car une question se pose, une seule. Un tel accident pourrait-il encore se produire aujourd'hui? À l'issue de 2 mois et demi d'enquête menée notamment par Jean-Pierre Pascal et de 2 procès, le conducteur du train sans frein sera désigné comme l'un des coupables par la justice. Il sera condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis. Le contrôleur du train à quai qui était en retard sera lui condamné à 6 mois de prison avec sursis. Mais cet accident sera surtout le déclencheur pour repenser entièrement la sécurité ferroviaire. La Gare de Lyon en 88, c'est une prise de conscience, on va tout regarder. On ne va rien laisser au hasard parce qu'on ne peut pas admettre un tel enchaînement d'accidents. Ne rien laisser au hasard, à commencer par le fameux robinet d'arrêt. Ce robinet qui peut empêcher le système de frein d'être alimenté en air comprimé. La conception du robinet d'arrêt, c'est une des causes principales de cette catastrophe. Un robinet un peu spécial, dont la disposition même portait à confusion. Ce robinet est très particulier, il est fermé quand il est parallèle au tuyau et il est ouvert quand il est perpendiculaire au tuyau. Ce qui est le contraire de tous les robinets domestiques et de tous les autres robinets de la même locomotive. Suite à la catastrophe, le robinet a été supprimé. Et ce n'est pas tout. Les rames Z5300 ont peu à peu disparu du réseau. Ces trains en acier inoxydable, surnommés les petits gris, étaient présents depuis les années 60 sur la banlieue parisienne. L'accident a mis en évidence le fait donc que ce type de rame ne protégeait pas de façon optimale les voyageurs à l'intérieur des rames. Ce sont des matériels, comme on les faisait à l'époque, construits en acier inoxydable, qui n'avaient pas la résistance mécanique de ce que l'on sait faire depuis. Dernier élément, et non des moindres, la gare souterraine n'est désormais plus une gare en cul-de-sac, dans laquelle les trains restent stationnés.
tunnel a été prolongé jusqu'au centre de Paris. La gare est donc devenue une gare de passage. Très clairement, cet accident ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui dans les conditions où il s'est produit. Un accident qui ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui, mais qui a laissé une trace anonyme dans l'histoire ferroviaire. Le souvenir douloureux d'une catastrophe inimaginable. Celui d'un train fou, devenu totalement hors de contrôle.